donc, on est rendu sur l'amendement proposé par Justin Couillard. Souverainiste, et je vous regarde travailler sérieusement. C'est beaucoup de travail. Convaincre des gens. Premièrement, adopter un programme, et c'est formidable ce programme que vous êtes en train d'adopter aujourd'hui. Oui, bravo! Convaincre des gens, ça c'est quelque chose aussi qui est merveilleux. Il s'agit simplement de communiquer notre enthousiasme, et c'est ce que vous faites. Je vous regarde, il y a des personnes ici de tous âges, de toutes les régions. On m'a dit qu'il y a même des gens qui sont venus des îles de la Madeleine. Hein? Bravo. Bravo. Vous me permettrez aussi de saluer certaines personnes qui viennent du beau comté de Crémazie. Oh oh! Alors, Luc Lefebvre, Jocelyn Desjardins, Maxime Paquin-Charbonneau, Tania Lompré, Yannick Lausière-Filion, Julien Bergeron. Bravo, bonne chance, Jean-Martin, avec les gens de Fondamental. Oui. Alors, mes amis, bonne continuation et surtout, ne lâchez pas. Vous avez raison de faire ce que vous faites et je suis très heureuse de vous appuyer et d'être avec vous aujourd'hui. Bravo. Je me suis fait le plaisir de rencontrer la franchise, la clarté, l'espoir, la fierté et la détermination. Et on en a besoin parce que, autant que je me souvienne, et ça remonte certainement assez loin maintenant, on a fait de grandes choses. On s'est donné des institutions extraordinaires au Québec. La loi sur l'instruction publique, là, c'est 1943, c'est pas très loin de nous autres, en tout cas, moi je trouve ça jeune encore. On est passé depuis 1976 à 2010 à un taux de décrochage chez les 17 ans et moins de 30% à 9%. On a augmenté très considérablement notre fréquentation aux études supérieures, puis on l'a fait sans que nos parents aient à sacrifier leur santé pour nous assurer cette éducation-là. Ça, c'est menacé maintenant. Et c'est navrant. Puis il y a une lutte nationale très importante à soutenir à propos du problème des frais de scolarité. Ce problème est devant nous notamment parce que nous avons été gouvernés depuis de trop nombreuses années par un gouvernement qui n'a pas été chercher ce qui nous est dû à Ottawa en matière de soutien financier à l'éducation. On a eu des coupures de 1,2 milliard en 1992, de 400 millions qui revenaient au Québec, il nous en reste 800 millions sur la table. Puis là, on essaie de faire passer la facture aux étudiants et surtout aux parents de la classe moyenne à revenus modestes. Nous devons nous montrer très clairs là-dessus et appuyer celles et ceux qui s'opposent à cette augmentation brutale des frais de scolarité. À partir de maintenant, je vais partir le chrono, disait. Je suis pas encore dans mon discours. Mais c'est bien de l'important cette histoire-là. Nous avons fait de grandes choses d'ailleurs aussi. Moi, j'étais très près de cette lutte contre la pauvreté. J'ai côtoyé les Viviane Labrie, les groupes communautaires à l'époque, responsables de l'adoption par l'Assemblée nationale d'une loi de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Et nous avons, depuis les années 1997, à partir des politiques familiales que nous avons instaurées, réussi
à réduire la pauvreté au Québec chez les familles monoparentales de jeunes enfants et chez les familles biparentales de jeunes enfants. Salut Félicie. Nous avons réussi à réduire la pauvreté dans chacun de ces groupes respectivement de 43 à 52 %. Il n'y a pas une juridiction en Amérique du Nord qui a été capable de faire ça durant les dernières années. Nous avons réussi également à développer une économie sociale qui n'a pas de pareil en Amérique du Nord. L'économie sociale et coopérative au Québec représente 6 à 7 % de notre produit intérieur brut, un chiffre d'affaires de 22 milliards, 125 000 emplois. C'est un modèle de développement économique qui est absolument formidable et qui pourrait s'avérer dans les années qui viennent un modèle de remplacement à l'économie de marché qui est en train de nous tousser pas mal fort dans la figure. Alors, nous avons fait de très grandes choses, mais nous nous sommes refusés la principale. Nous sommes refusés la liberté à 2 fois. La troisième sera la bonne. Il faut travailler très fort. Et moi, je trouve très réconfortant de vous rencontrer et de vous savoir réunis autour de cet objectif-là aujourd'hui. Et je vois dans la salle une génération qui a déjà participé à cette lutte-là, et je vois de nouvelles figures qui n'auraient pas été là si ce n'avait été de la clarté, de la franchise, de la détermination, de l'espoir et de la fierté qui vous a été proposé par ça. Alors, bravo! C'est aussi réconfortant de se retrouver ce matin dans un élément où tout à coup l'indépendance est partagée par tout le monde, au point où ça nous apparaît quelque chose de normal, naturel, possible, immédiatement. Alors ça, c'est vraiment, ça me donne sur le cœur. Je dois ajouter que je vous trouve un peu malhonnête parce que vous savez à quel point un ancien acteur est sensible aux applaudissements. Et je sais très bien que c'était machiné. Et en plus, ce qui était machiné, c'est qu'en principe, je dois vous parler de la langue française. J'arrive, vous êtes entré dans le débat. Et ça, je trouve ça profondément malhonnête. C'est vraiment par tout ce qui est plus viril en moi. Bon. Ceci dit, le débat sur la langue... il y avait un bel article de Michel David ce matin où il parlait de ce qui est en train de se passer. Nous aurons dorénavant une maîtrise au HEC qui sera entièrement en anglais et il va y avoir une maîtrise bilingue qui existe déjà et une maîtrise française. Personne dans cette salle ne nie l'importance de la langue anglaise. Mais il est clair, fondamental, essentiel, que si ce combat de la langue, on ne le porte pas d'une façon totalement dévouée, totalement consacrée, quel mot, mais enfin il y a que ça, il y a comme du sacerdoce dans notre défense de la langue, dans notre, pas juste défense, dans notre amour de la langue, dans l'absolue conviction qu'une langue nous définit intimement, profondément, socialement, géographiquement, culturellement. Ça nous définit, ça nous épouse parfaitement. La langue est l'épouse parfaite du Québécois et du Québécois de la Québécoise. Toute origine confondue, toute langue confondue, c'est ce qui nous épouse le mieux, ce qui nous reflète complètement. Et à cet égard, on aura toujours les mille et une questions de s'engager dans cette langue sans qu'elle soit à aucun moment un objet d'éteignoir, un objet de diminution, un refus du monde. Jamais à aucun moment, aucune langue ne devrait être d'aucune façon un refus du monde. Toutes les langues ont le principal mérite d'incarner des femmes, des hommes qui ont le droit d'exister dans une diversité foisonnante. Et c'est ça la langue. Le message de la langue, c'est une façon d'exister au monde qui nous permet à chacune et à chacun d'être libre et complètement nous-mêmes et complètement assumés. Alors c'est un combat fondamental. Je voulais vous dire que d'ici quelques semaines, je vais déposer à l'Assemblée nationale, comme député indépendant, une nouvelle charte de la langue française. Et cette nouvelle charte-là,
Cette nouvelle charte-là va soulever et va répondre en partie à plusieurs des questions que vous vous posez aujourd'hui en adoptant votre programme. Il va y avoir des choix que j'aurais fait en concours, en lien, en collaboration avec plusieurs personnes qui sont aussi passionnées de la langue. Et voilà, j'attends de cette nouvelle charte qu'elle soit comme le pieu central d'une nécessaire politique linguistique et sur laquelle il y aura des opinions diverses, sur laquelle il y aura des échanges vigoureux, mais qui seront, et cette nouvelle charte-là est animée de ce désir profond que je vous ai exprimé tantôt, d'essayer d'une façon récurrente, et je crois que dans l'histoire nous aurons toujours à le faire, de nous assurer que le français demeure cet élément fondamental de notre vie collective et de notre vie individuelle. Voilà. Alors, je suis très heureux de ce que vous faites ce matin, et comme j'ai eu l'occasion de le dire, je me sens de cœur très, très, très proche de vous, et certainement très proche de Jean-Martin Hansan. Alors, bon congrès, bonne assemblée. Merci. Donc, Madame Massieu, j'imagine que vous étiez pour, on vous écoute. Oui, je vais donner une information que je n'avais pas donnée précédemment. Sainte-Marie-Saint-Jean. C'est ça, la proposition en question, je suis même prêt, étant donné que les gens sont beaucoup pour la liberté, à laisser tomber l'obligatoire, parce que justement, mon point de vue, c'est qu'on doit prendre des mesures pour intégrer les immigrants. Et ça donc, le congrès s'achève. Il fait chaud en maudit en haut. Je ne sais pas dans la salle 2 si... Oui, ils sont bien en bas. Je vais faire un tour tantôt. Mais moi, j'ai aucune crainte à affirmer que ce qu'on s'est donné aujourd'hui, c'est le meilleur programme politique au Québec. J'en suis convaincu. Donc, merci tout le monde et bravo. Et cette nuit, je me suis pris quelques notes parce que ça a l'air que la veille d'un congrès de fondation, on ne dort pas beaucoup. Mais je voulais aussi voir comment ça se déroulait aujourd'hui, les commentaires et réagir aussi à certaines choses en fin de journée comme ça. L'étudiant qui a parlé d'appuyer le mouvement étudiant en ce moment, je parraine une pétition à l'Assemblée nationale contre la hausse des frais de scolarité. Donc ceux qui ne l'ont pas signé électroniquement, je vous invite à le faire. C'est sur le site de l'Assemblée nationale et c'est pour que le gouvernement revienne sur sa décision de hausser aussi drastiquement les frais de scolarité au Québec. Donc, je pense qu'on est tout près de 20 000 noms déjà en quelques jours sur cette pétition-là. Évidemment, plus il y en aura, mieux ce sera. Donc, n'hésitez pas à aller la signer vous-même et la faire signer par les gens que vous connaissez. Vous savez, quand on a décidé de fonder ce parti-là, on a été accusé d'avoir de gros égos. On a été accusé de vouloir diviser le vote. On a été accusé d'être irréaliste. Mais c'est absolument pas normal que deux partis aient des monopoles au Québec. Il y en a un qui a le monopole du fédéralisme et l'autre a le monopole du souverainisme ou de l'indépendantisme. Et c'est absolument démocratique, c'est parfaitement démocratique ce qu'on a fait ici, de fonder un nouveau parti avec des idées qui sont différentes et de le faire absolument de façon transparente. Et tous ceux qui nous disent qu'on a fait ça pour diviser le vote ou parce qu'on a des gros égos, laissez-les jamais vous convaincre de cette chose-là. La démocratie, c'est ce qu'on vit ici aujourd'hui. C'est pas une alternance entre les bleus et les rouges tous les 4 ans ou tous les 8 ans. Et il est grand temps que ça cesse au Québec. Donc, s'il y avait des élections demain matin sans option nationale, il y a des souverainistes qui voteraient PQ, évidemment, mais il y en a qui iraient chez Québec solidaire, il y en a qui voteraient pour François Legault, il y en a même qui auraient voté pour l'ADQ dans la région de Québec si l'ADQ existait toujours. Donc, le vote souverainiste est déjà divisé par manque d'un véhicule clair et franc sur la question nationale. Et nous, notre objectif, et ce qu'on devrait faire, c'est de rassembler le vote souverainiste plutôt que de le diviser. Et enfin, il y a un parti souverainiste au Québec qui a un message clair, à savoir, si vous nous élisez, on enclenche ce qu'il faut pour que le Québec soit maître chez lui et soit maître de tous ses choix. Et ça, il n'y a pas d'autres partis qui le disent en ce moment. Et je voudrais souligner aussi dans les statuts qu'on a adoptés, il y a une ligne qui dit il y a un article qui dit que si un autre parti adopte un message suffisamment similaire au nôtre, on est ouvert à collaborer, voire fusionner avec ce parti-là. C'est dans notre ADN. Donc, en quelque sorte, on s'est forcé nous-mêmes
à ne jamais être bassement partisan en faveur d'Option nationale, une chasse gardée, et à toujours être ouvert à la collaboration avec ceux qui diront la même chose que nous. Et ça, c'est un message extrêmement positif, beaucoup moins partisan que tous les autres partis qui existent. Et je vous dirais que si l'ouverture à travailler ensemble vient de quelque part, elle vient d'Option nationale, et si le réflexe de se renfermer dans des petits plans vient de quelque part, c'est certainement pas d'ici. Et je vous dirais d'ailleurs que ce qui nous nuit le plus en ce moment au Québec, Option nationale comme d'autres partis, c'est le fameux système électoral britannique qu'on a ici, le uninominal à un tour, qui fait en sorte que c'est vraiment un système qui est idéal pour deux gros partis qui alternent au pouvoir et qui acceptent même cette joute-là d'attendre 4 ou 8 ans pour revenir ensuite. Et Option nationale n'a pas encore été au pouvoir. Le Parti québécois a été au pouvoir pendant près de 18 ans, avait la proportionnelle dans sa plateforme et ne l'a jamais mise en place. Donc, s'il y a quelqu'un à blâmer pour la division du vote, c'est certainement pas nous. Notre projet, c'est pas non plus un projet de dénigrer ou descendre notre parti, c'est pas les bons contre les méchants, c'est juste qu'on voulait un message clair, un véhicule clair, et on se l'est donné aujourd'hui. Puis il faut que le plus en plus de Québécois, le plus possible de Québécois l'entendent, notre message. Parce que, par exemple, si je prends juste le LI, l'article 1, loi impôt traité, si vous demandez séparément aux Québécois le L, le I et le T, s'ils préféraient que le Québec contrôle ça, c'est massivement oui la réponse. Et loi impôt traité, c'est la souveraineté d'un peuple et d'une nation. Donc, il faut expliquer aux Québécois que la souveraineté, ils la veulent déjà. Il faut combattre les arguments de peur que les fédéralistes nous ont imposés lors des 2 référendums et chaque fois que la question nationale refait surface, des arguments de peur qui sont souvent économiques. Et moi, je prends beaucoup de mon temps pour démontrer ces arguments économiques-là parce que sur le plan des faits, le Québec a tout ce qu'il faut non seulement pour être indépendant, mais pour être beaucoup plus prospère comme pays indépendant que comme simple province qui se fait imposer des choix non efficace par un autre gouvernement qu'on n'a même pas élu. Donc, on est rendu là, il faut l'expliquer à nos concitoyens en quoi la souveraineté, c'est déjà ce qu'ils veulent. Et il faut insister là-dessus. Il ne faut pas se laisser imposer le message qu'on tente de nous imposer actuellement, que ce soit de la part des autres partis ou de certains conglomérats médiatiques. Je ne pense pas qu'il y ait des réunions secrètes le vendredi soir entre tous les grands journaux pour dire on va défaire l'Option nationale, mais on va admettre quand même qu'on n'a pas été surexposé dans les médias récemment et que ce serait peut-être bien qu'on commence à être aussi dans les choix de réponse des grandes firmes de sondage. Je veux bien croire que beaucoup de partis politiques reconnus par le DGEQ qui ne sont pas dans les choix de réponse, mais il n'y a que 5 partis qui ont un élu à l'Assemblée nationale et nous en faisons partie, Option nationale. On a autant de députés que Québec solidaire. Et Québec solidaire est dans tous les choix de réponse, dans tous les sondages. Donc, je m'attends des grandes compagnies de sondage à ce qu'ils fassent la chose responsable et la chose, je dirais, honnête intellectuellement et qui nous ajoutent à tous les sondages dans les choix de réponse. Sinon, c'est bien dur de répondre à Option nationale si on n'y figure pas. J'espère que et quant à ceux qui essaient de nous convaincre qu'on fait peut-être une erreur en fondant un parti souverainiste aujourd'hui, je peux vous dire qu'on fait déjà une différence dans le paysage politique. Il n'y a sans doute pas juste moi qui ai remarqué dans les dernières semaines, derniers mois, qu'on n'a jamais tant parlé de souveraineté au Québec ces dernières années, et c'est grâce à vous. Ce travail-là qu'on fait, il est nécessaire, et la souveraineté, on veut la faire pour les vivants. Et là, je vais m'expliquer. Moi, j'adore René Lévesque, j'adore Félix Leclerc. Mais la souveraineté, je veux la faire pour Jacques Parizeau et Yvon Deschamps. Et je veux la faire aussi... évidemment aussi pour tous ceux qui sont encore plus jeunes et tous ceux qui ne sont même pas encore arrivés, pour qu'ils naissent et vivent dans un pays francophone en Amérique, avec une culture absolument exceptionnelle. Oui. Et ce qu'il faut expliquer en fait à nos concitoyens, c'est que, on le sait très bien, notre culture, elle est reconnue et recherchée partout dans le monde en ce moment. Les produits culturels québécois sont en demande partout dans le monde. Notre économie s'est déjà hissée au rang des pays les plus prospères au monde en étant une simple province qui ne contrôle même pas son développement. Imaginez ce qu'on ferait si on avait les 2 mains libres. Et même sur le plan de la population, on est bientôt 8 millions de Québécois. On est plus populeux que la moyenne des pays du monde.
Il y a plus de pays dans le monde qui sont moins populeux que nous qu'il y en a qui sont plus populeux que nous. Donc, on est rendu là. Il n'y a aucun argument qui se dresse contre l'idée que le Québec est rendu à être un pays. Et c'est de ça qu'il faut convaincre nos concitoyens. Je le disais tantôt, il y a les peurs économiques qu'on va combattre une à une, mais il y a aussi le projet de redonner de l'espoir et de la confiance dans notre capacité à nous-mêmes de se donner un pays. Et ça, malheureusement, quand il y a des gens plutôt populaires dans les sondages, comme François Legault, qui reviennent en politique en nous traitant de pas bons et de moins productifs et de moins riches dans tous les domaines, ça ne donne pas confiance aux gens. Et ce discours-là, que j'appelle le discours « quand Christ », il faut le défaire au plus sacrant. Cette idée qu'on est moins riche que nos voisins, c'est pas vrai. Là, je ne veux pas m'étendre là-dessus. J'ai un discours économique qui pourrait durer 2 heures, mais c'est pas vrai. Vous viendrez m'en jaser au 5 à 7 tantôt. On vit mieux que les Américains, les Québécois, alors que l'IADN, l'Institut économique de Montréal, et François Legault essaient de vous convaincre qu'il faut les rattraper. On vit déjà mieux que les autres. Cette idée qu'on est moins productif, alors que dans plein de domaines, on est les leaders mondiaux. Donc, il faut défaire ce discours qui les sert, en fait, politiquement. Parce que quoi de mieux pour avoir l'air d'un sauveur que d'arriver en disant que tout va mal? Donc, évidemment, que lui a intérêt à dire ça. Et heureusement, je pense que dans la population, on perçoit un petit dégonflement de la balloune CAQ. Et c'est à juste titre, parce que non seulement il n'y a pas grande idée vraiment nouvelle dans ce parti-là, mais en plus, on peut dire que ça a rassemblé quelques députés qui avaient des convictions assez fragiles. Et je pense que c'est exactement ce dont la population est tannée. Il faut arrêter de penser que les élus vont dire n'importe quoi et changer de discours à tout moment pour garder leur poste. Il y en a malheureusement encore des comme ça. Il faut s'en débarrasser aux prochaines élections. Là, je fais un appel à tout le Québec. Il faut voter pour des gens de conviction, des gens qui n'ont pas peur de porter un message, même si dans les sondages, il y a peut-être 1 ou 2 points qui est plus haut que cette idée-là, dans les sondages de priorité, et expliquer aux gens que si la souveraineté n'apparaît pas en tête de liste des priorités dans les sondages, elle est quand même reliée à toutes les priorités qui sont en tête de liste. Quand la santé, l'éducation, les infrastructures, etc., sont au sommet des sondages de priorité des Québécois, la souveraineté nous aidera à mieux régler tous ces problèmes-là. Donc, elle est reliée à toutes les priorités des Québécois. Il faut l'expliquer, ça. Et c'est très concret, la souveraineté. Ce n'est pas un projet de poète rêveur. C'est extrêmement concret. Ça va nous aider à mieux régler tout ce qu'on veut régler au Québec. Comme près de 200 pays le font dans le monde sans jamais regretter leur liberté de choisir. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'un pays va devenir une province. Alors, n'ayez crainte. C'est pas au Québec que ça va arriver pour la première fois, puisqu'en plus, on part d'un niveau de développement beaucoup plus élevé que tous les pays qui l'ont fait avant nous. On est déjà pratiquement plus riche que tous les pays qui l'ont fait avant nous, comme simple province. Donc, imaginez le potentiel qu'on a, il est phénoménal. Et c'est de ça qu'il faut convaincre les Québécois pour contrer le message ambiant actuel qu'on est des pas bons. C'est faux, on est excellent quand on s'y met. Et c'est ça qu'il faut dire. Il y a aussi toute la question du vote stratégique qu'on entend beaucoup ces temps-ci. Et c'est absolument pas normal en démocratie qu'on ait à faire un calcul stratégique au lieu de voter pour l'option qui nous ressemble le plus. Et quand des gens vous disent « tel parti semble plus proche du pouvoir », en démocratie, on ne vote pas pour celui qui est le plus proche du pouvoir, on vote pour celui qui est le plus proche de nos valeurs et de nos convictions. Et si le système ne nous permet pas de faire ça, il faut changer le système. Et sans vouloir faire un Bernard Landry de moi-même, je vais vous rappeler la racine latine du mot voter, ça veut dire veut ou volonté. Donc on vote pour celui qu'on veut voir gagner, pas pour celui qu'on pense qu'il va gagner. C'est pas ça la démocratie. On vote pour ce qu'on veut comme gouvernement. Et je suis convaincu que la plateforme qu'on s'est donnée aujourd'hui rejoint une grande majorité de Québécois dans un nombre en fait, complet de points. Et donc, il faut en parler de cette plateforme-là, il faut qu'elle soit véhiculée, qu'elle soit répandue partout, qu'elle soit connue de la part des Québécois et Québécois. Mais bref, il faut que notre plateforme soit connue. Actuellement, on manque un peu d'exposition, comme je le disais, mais c'est à nous de le faire. Le bouche-à-oreille nous a permis d'atteindre 1500 membres en quelques mois. C'est phénoménal.
Et imaginez, quand on va commencer à faire parler de nous, à être couvert comme tous les autres partis, je pense que ça va faire un saut encore plus fort que ça l'a fait dès le début de l'Action nationale. Et on l'a dit dans la plateforme aussi, et là je vais reparler encore une fois de M. Legault parce qu'il semblait être la saveur et le premier ministre prochain, imminent au Québec il n'y a pas longtemps. Mais quand ils nous reviennent en disant qu'il faut régler nos problèmes avant d'être un pays, c'est tout à fait l'inverse. Et lui-même l'écrivait dans un document de 2004 qui s'appelait « Le courage de changer ». Il aurait dû l'appeler « Si j'avais le courage de changer », finalement. Dans ce document-là, M. Legault, qui était à l'époque au Parti québécois, disait que le Québec ne pourrait jamais régler ses problèmes tant qu'il était qu'une simple province. Et il nommait spécifiquement la santé et l'éducation. Et là, il nous revient en disant, réglons les problèmes de santé et d'éducation avant d'être un pays. Donc, à la fois, on voit qu'il a flairé peut-être une facilité dans les sondages pour dire n'en parlons plus et faire plaisir à certaines personnes. Mais ce que ça démontre aussi, c'est que le message a été renversé, mais à tort. Et lui-même disait qu'il fallait être un pays pour régler nos problèmes, alors que maintenant il revient, comme je le disais, en disant on va régler nos problèmes, puis ensuite on sera un pays. Mais posez-vous la question, combien il y aurait de pays dans le monde si tout le monde avait pensé comme ça? Il y en aurait zéro. Parce que tous les pays du monde ont des problèmes à régler au jour le jour, des problèmes récurrents, des problèmes qui arrivent au quotidien. La question qu'on doit se poser, c'est pas est-ce qu'on a des problèmes ou non, c'est est-ce qu'on veut régler nos problèmes selon nos choix ou on veut se faire imposer des solutions par un gouvernement que l'on veut. Dernier point sur M. Legault, je ne vais pas en faire une très grande parenthèse, mais dans son esprit, il faut aussi gérer un gouvernement comme une business. Et il y a quelques-uns de ses nouveaux adeptes aussi qui ont vanté ça de façon dithyrambique, il est business, il est business. J'ai une question pour M. Legault. Combien de compagnies connaît-il dont le conseil d'administration se laisse imposer des décisions par le conseil d'administration d'une autre compagnie? Je vais conclure, on s'en va bientôt l'autre bord du pont à la bière, ça va faire du bien, je pense. Je vais conclure en vous parlant de René Lévesque. Je disais tantôt qu'on fait la souveraineté pour les vivants, bien sûr, mais René Lévesque avait une phrase qui est devenue très, très, très célèbre, qui disait « On est peut-être quelque chose comme un grand peuple ». Vous pensez que je vais vanter cette phrase-là, mais j'ai toujours détesté cette phrase-là. Parce qu'il y a deux doutes dans cette phrase-là. Il y a « On est peut-être puis quelque chose comme un grand peuple ». Ce qu'il aurait dû dire, et aujourd'hui je suis sûr qu'il le dirait sans l'ombre d'un doute, c'est « Nous sommes un grand peuple, allons-y ». C'est ça qu'il aurait dû dire. Le doute, c'est fini. Il faut penser. C'est là que vous entrez un jour, parce que c'est là que les militants comme vous et les autres militants qui n'ont pas pu être ici par manque d'espace et les autres militants qui vont joindre à nous bientôt, c'est là qu'on a un rôle immense à jouer, à convaincre nos concitoyens de ce potentiel-là qu'on a et de l'espoir qu'il y a dans le projet de souveraineté. Ce n'est pas un projet divisif, c'est un projet constructif. Ce n'est pas le projet de séparer un pays, c'est le projet d'en créer un et de laisser l'autre se développer encore mieux parce qu'on ne sera plus là nous-mêmes pour dire tout le temps qu'on est différent de ce qu'ils veulent. Je suis convaincu que le Canada a tout à gagner à ce que le Québec soit un pays à côté de chez eux. Donc finalement, la seule conclusion historique à notre épopée, en tant que peuple québécois en Amérique, c'est vraiment la souveraineté. Il faut convaincre les concitoyens. Puis je pense que la plateforme qu'on s'est donnée aujourd'hui va être un excellent outil de travail et de communication. Et encore une fois, je vous remercie infiniment d'avoir pris un samedi au complet dans une salle plutôt chaude. Merci à la salle 2 en bas. Encore une fois, un immense merci pour votre temps, votre implication à venir surtout. Et c'est ensemble qu'on va faire le projet, donc au travail et merci encore.